Yep, yep, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai voulu vous mettre à profit, à contribution et vous partager en fait tout simplement mes travaux de réflexion sur les sujets autour des algos qu'on va dire traditionnels, hein, des algos usuels dont on parle maintenant et qui alimentent toutes les sources médiatiques, le blockchain, les cryptos et également l'évolution vers des points de réflexion vers l'évolution des algos qu'on va dire un peu plus quantiques, qui devraient révolutionner les algos tradis. Donc, j'ai mis blockchain, crypto, ordinateur quantique, point d'interrogation. C'est globalement le sujet de la présentation. Comprendre l'éruption de ces différentes innovations. Associé à ceci, comprendre les risques et les opportunités qui pourraient être attenantes. Pourquoi? Pour essayer de comprendre si l'homme pourrait se retrouver au service des algos ou si effectivement les algos pourraient être mis au service de l'homme. Et pour ce faire, dans la dernière opportunité, c'est quel plan d'action d'anticipation de gestion des risques opportunités nous pourrions viser afin de ne profiter que des opportunités autour de ces algos. Donc, dans mon sommaire, en fait, j'ai un niveau N0, c'est la présentation du jour. C'est en quelque sorte les algos traditionnels, blockchain, crypto, en fait, avec une approche pour les nuls, en simple. Et dans l'exemple de où est le chocolat et qui l'a pris, qui l'a mangé. Voilà. En N1, après, ce sera une autre présentation que je vous ferai un peu plus tard. C'est les intelligences artificielles, le blockchain, les cryptos, le quantum. Voilà, enfin bon bref, sommes-nous au paradigme du bon sens des usages? Quel virage nous allons donner en fait à nos vies de demain tout simplement? Et quel virage faudrait impulser? Comment et pourquoi comment nous pourrions le faire et pourquoi nous devrions le faire? Puis en N2, c'est une formation qui va aller un peu plus loin, ce sera l'intelligence artificielle, le blockchain, les cryptos. Et là, on focalisera un peu plus sur les ordinateurs quantiques en faisant un MOF, c'est-à-dire une analyse en fait des menaces, des opportunités, des forces, faiblesses, risques, opportunités. Et puis plus tard, je vous ferai peut-être un petit cast audio également sur une formation de niveau que j'ai appelée N3, hein, des algos classiques vers les algos quantiques. Voilà. Alors je vous invite à me suivre. Donc on va plutôt consacrer cette présentation à une approche en fait de ces algos classiques pour une approche en fait des non-sachants, une approche vers les nuls. Voilà, quelque chose d'assez simple. Et j'ai pris l'exemple de comment identifier qui aurait pu manger le chocolat? Alors pourquoi cet exemple de savoir qui aurait pu manger le chocolat? J'ai tout simplement été inspirée par ma nièce qui a une dizaine d'années et qui, à chaque fois qu'elle vient chez Tata, se pose la question de savoir pourquoi le chocolat disparaît. Oui, Tata adore le chocolat. Donc j'ai essayé de lui expliquer en quelque sorte ce que faisait Tata et comment, grâce à ce à quoi Tata s'intéresse, on pourrait identifier si c'est vraiment Tata qui a mangé le chocolat. Donc en simple, comment est-ce que grâce à la technologie blockchain, on pourrait savoir si quelqu'un a mangé le chocolat? Tout simplement, en fait, cette technologie, elle nous permettrait d'être capable d'identifier qui a pris le chocolat, qui a potentiellement ouvert le chocolat, et donc si quelqu'un l'a ouvert par comment je dirais, par réflexion directe, qui a mangé le chocolat. Donc on serait capable de tracer et de contrôler qui a fait quoi, quand, comment, voilà. Donc là, on sort peut-être de l'exemple d'un enfant de 10 ans, mais pour revenir au sujet, donc je vais vous en transposer en fait l'exemple simple donc d'une blockchain qui pourrait nous permettre en fait, par exemple, qui pourrait permettre à Laura de confirmer, de tracer qu'elle a effectivement donné, par exemple, 3 chocolats à Tom le jour de Noël. Voilà. Et non pour prouver que ce n'est pas elle qui les a mangés, mais c'est bien Tom au fond. Voilà. Donc comment est-ce que le blockchain pourrait permettre de tracer que Laura a bien donné le chocolat à Tom et que c'est bien Tom qui indirectement l'a mangé? Comme je vous l'ai dit, en fait, ce blockchain, il va permettre d'identifier en fait des transferts, des échanges, de valider des transferts, des échanges en fait sur un système ouvert, Internet, à la limite par l'usage d'un smartphone. Hein. Le smartphone, vous pourriez identifier que vous êtes bien la personne qui donne le chocolat, donc vous êtes bien Laura, et que Tom est bien la personne qui reçoit en fait le chocolat. Et à ça, on pourrait y connecter des objets, par exemple, qui nous permettraient de savoir si effectivement l'emballage du chocolat a été ouvert, et voire même on pourrait rajouter en fait des éléments comme des senseurs, des détecteurs, des petites choses qui
pourrait nous permettre de suivre en fait les paramètres, par exemple, physico-chimiques de conservation de votre chocolat, la température, etc. Est-ce que vous n'avez pas donné à Tom un chocolat complètement périmé qui a été mal conservé en quelque sorte? Donc voilà, en bref, comment je pourrais résumer l'usage de cette technologie. Donc, identifier qui fait quoi, quand, comment, de qui vers qui. Les mots-clés, en fait, de blockchain et tous ces cryptos, en fait, c'est blockchain, c'est quoi? Déjà, c'est des chaînes de blocs. C'est en quelque sorte des sciences mathématiques, des sciences informatiques qui utilisent en fait des algos, des protocoles qui renseignent en fait des bases de données qui vont être dupliquées à l'infini. C'est pour ça qu'on parle de sécurité, qu'on parle de registres également distribués. La sécurité avec des clés privées, des clés publiques. On va parler de propriété cryptographique. Pour vous donner par exemple la transposition de qu'est-ce qu'une clé publique et qu'est-ce qu'une clé privée et en quoi l'informatique quantique peut nous faire peur parce que il pourrait solutionner en fait et identifier les clés privées. C'est si on reprend Tom et la petite Laura qui souhaite aller donner son chocolat à Thomas. C'est que par exemple, Laura, en fait, elle habite chez elle, on va se représenter un immeuble. Laura, elle habite un immeuble. Donc dans son immeuble, pour accéder à son appartement, à Laura, vous avez deux moyens. Vous avez la porte du bas. La porte du bas de la résidence, elle va être... vous allez avoir l'accès par un code. Ce code, on va dire qu'il est public. Et puis si vous voulez rentrer dans l'appartement à Laura, en fait, vous avez besoin de la clé à Laura. Or, cette clé, il n'y a que Laura qui la possède. Donc la clé publique, ça pourrait être représenté par le code, le digicode qui vous permet de rentrer dans l'immeuble. Et la clé privée, c'est la clé de Laura. Et quel est le problème en fait de l'informatique quantique? C'est qu'en fait, avec l'informatique quantique, on serait capable de deviner la clé privée potentiellement. Donc par exemple, l'informatique quantique, il serait capable d'analyser la forme de la serrure de la porte de Laura et il serait capable d'en déduire en fait quelle forme exacte doit avoir la clé privée pour nous permettre de rentrer chez Laura. Voilà. Donc, qui fait quoi, quand, comment, de qui vers qui? C'est ce que nous permet ces technologies. Donc, ces algos, en quelque sorte, on en parle souvent, ils remplacent les tiers de confiance dits humains, donc dans notre système traditionnel. Le tiers de confiance, lui, il sert à quoi? Ça peut être l'avocat, l'huissier, voilà, dans notre pyramide organisationnelle, on en a beaucoup. Et c'est celui qui va voir, qui va confirmer que, par exemple, tu as fait quelque chose. C'est celui qui valide, qui confirme et qui atteste que tu as bien fait quelque chose. Alors, ce que tu as fait, en quelque sorte, par exemple, donner le bonbon à Tom, ça peut se résumer par un échange de chocolat. Mais on peut imaginer qu'on pourrait mettre en place toute autre traçabilité de transactions que l'on considère présenter de la valeur. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on parle d'utiliser le blockchain pour tracer les œuvres d'art et les identifier également. Par exemple, même le vin, les denrées alimentaires. Les actes notariés, on pourrait faire plein de choses. Donc tout ce qui a de la valeur et qui doit être tracé dans un échange, donc ces actions, ça va être des transactions, des transferts de titres, qui pourront être alors inscrits et stockés justement dans ces bases de données progressivement et de façon immuable parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, sauf si on fait par exemple des forks. Et encore, le fork ne permet même pas de revenir en arrière. Il permet de scinder la chaîne potentiellement. Je suis très comment je vais dire, très peu peu précise, donc ne m'en voulez pas. J'essaie juste de donner des choses très simples, même si voilà, il y a des confusions ou des choses comme ça. C'est vraiment pour donner une vision globale très simple dans ce premier niveau de cast audio sur ce que pourrait être la blockchain et comment on pourrait le comprendre et comment aider les gens à le comprendre. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, allez faire vos propres recherches. J'essaie juste de stimuler en fait votre curiosité. Je n'ai aucune prétention de savoir, voilà. Parce que voilà, je me doute que voilà, tout le monde prétend savoir le blockchain, machin et tout. Oui, moi je ne sais rien, voilà. Et je cherche juste à comprendre comme vous et c'est un travail de réflexion. Alors, donc toutes ces informations, elles vont être inscrites, stockées, elles vont pouvoir de ce fait être tracées, contrôlées, auditées et vérifiées avec des précisions en fait aussi infinies que l'on voudra donner à la valeur de ces actions. C'est-à-dire que plus l'échange va mettre en place des échanges de valeurs que l'on considère comme très importants, par exemple des objets de luxe, et plus par exemple on va mettre en place des mesures de sécurité et on va rattacher beaucoup de choses pour s'assurer que ces mesures de sécurité, de conformité
conformité, de qualité, d'attestation de valeur, etc., sont vraiment mises en place de manière efficiente. Donc en fait, ces technologies, elles sont vraiment évolutives, flexibles, progressives. Alors, on va pouvoir savoir en fait quelle action pourrait être validée sur et par cette techno ou d'autres innovations que l'on pourrait progressivement, comme je vous ai dit, lui rattacher. Comment valider, attester, stocker pour prouver. Voilà. Donc, qui a fait quoi, quand et comment cela a été fait. Dans quelles conditions d'exécution s'est passé l'échange. Sous risque de quelle pénalité. Ça, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle les contrats intelligents, les smart contracts qu'on pourrait connecter à la blockchain. Un smart contract, en fait, c'est-à-dire un contrat intelligent qui va être rattaché, lui, il pourrait permettre de préciser que Laura devait en fait 5 chocolats Atom à une certaine date donnée. Il va pouvoir également préciser les conditions, voilà, voire même les pénalités si elle n'a pas rempli ces conditions. Voilà, c'est en fait une boîte de conditions qui permet d'identifier si ok, si pas ok, qu'est-ce qui se passerait. Donc comme par exemple si vous avez déjà travaillé dans le management de la qualité, sécurité, environnement, quand vous rédigez des procédures ou des enregistrements et des choses comme ça, vous avez des schémas qui sont organisés de façon logigramme dichotomique. Ok, pas ok, si c'est ok on fait ça, si c'est pas ok on fait ça, on fait ça. Donc voilà, en fait c'est des conditions qu'on implémente et ça, ces conditions, elles peuvent indirectement être implémentées par le code et les algos, quoi. Et forcément, on peut complexifier de plus en plus. Donc, dès lors, le contrat intelligent, il pourrait pénaliser Laura si elle ne rembourse pas ses 2 chocolats les 2 chocolats qui pourraient manquer à Tom. Voilà. Donc, on va pouvoir y ajouter, en fait, en quelque sorte, des conditions supplémentaires. Par exemple, si Laura ne donne pas avant 2 mois, en fait, ses chocolats, ou ne donne pas à Tom ses chocolats à Noël, et bien alors à ce moment-là, Laura deviendra redevable de 4 chocolats à Tom. Voilà, etc., etc. On peut tout imaginer. Donc, dans ces contrats intelligents, on pourra envisager y ajouter des conditions, en fait, supplémentaires. Voilà, exemple de conditions inhérentes à la qualité des exigences de cet échange. Par exemple, condition, ces chocolats devront être mangés seulement par Tom et ils ne pourront être mangés également avant Noël, c'est-à-dire avant la date du 25/12/2018, par exemple, à 00, alors 0 heure, 0 minute, 0 seconde, 0 milliseconde, 00 déciseconde, 00 nanoseconde. Vous y implémentez la précision que vous souhaitez. Donc voilà, on peut tout imaginer par créativité infinie. Donc qui doit faire quoi? Entre qui? Comment cela doit être fait et comment attester que cela a bien été réalisé dans des conditions de réalisation qui devaient être prédéfinies, de stockage ou de bonnes pratiques. Alors pour être sûr que tout s'est passé conformément à nos attentes, en fait on peut y connecter des objets à ces blockchains, c'est ce qu'on appelle les IoTS. Voilà, des senseurs, des capteurs, des détecteurs, des analyseurs, couplés à des protocoles d'exécution, par exemple, etc., etc. Donc, par exemple, ce qui est très à la mode aujourd'hui dans les objets connectés, on parle souvent de la domotique intérieure, donc de maison, voilà, que vous allez pouvoir piloter à distance par votre smartphone. Donc en fait, il y aura des senseurs, des détecteurs, par exemple la température intérieure de votre maison, etc., etc. Donc tout ça, vous allez le piloter par votre smartphone indirectement, voilà. Et ça, en plus, ça peut être rattaché à des systèmes de stockage, voilà, et d'analyse, de contrôle, de supervision blockchain. Donc, par exemple, on revient à notre cas de figure. Exemple, les personnes présentes qui ont vu qui étaient là. En fait, dans le système blockchain, c'est ce qu'on peut appeler le mineur, par exemple dans la technologie du Bitcoin. Eux, en fait, ils vont permettre d'attester que l'échange s'est bien déroulé. Donc, c'est des témoins de la validation. Voilà. Dans ce cas de figure, en fait, on peut utiliser des objets connectés pour attester de cette validation indirecte. Donc, le tiers de confiance, celui qui va prouver que vous avez fait. Donc là, par exemple, ça pourrait être, par exemple, la carte bancaire de Laura. On pourrait tout à fait imaginer que l'objet connecté soit une carte bancaire et que cette carte bancaire, elle nous permette de savoir, en fait, où, quand et avec qui Laura a acheté les chocolats qu'elle a remis à Tom. Voilà. Est-ce que c'était un magasin de qualité, etc. Quand est-ce qu'elle a fait? Depuis quand elle les a stockés, ces chocolats? Enfin, on peut tout imaginer.
Également, on peut imaginer que dans l'emballage de ces chocolats, en fait, tac, on ait mis des traceurs GPS connectés à l'emballage de ces chocolats. Et en fait, ça nous permettrait de tracer et suivre les mouvements géographiques de ces chocolats. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous suivez le transport de denrées alimentaires en conteneurs maritimes, bah aujourd'hui, voilà, on peut également, grâce à ces systèmes, notamment la blockchain Ethereum et autres, suivre la traçabilité des transports maritimes, y associer des smart contracts, plein de choses, des IoTS pour être capable de suivre les températures de conservation des denrées alimentaires et autres. Donc pour revenir à mon exemple, en fait, on pourrait de plus en fait y ajouter des autres objets connectés comme par exemple le téléphone de Tom qui permettrait de savoir, enfin déjà d'identifier peut-être que c'est bien Tom, hein, que voilà, que le KYC, hein, la faciès, plein d'éléments qui permettent de savoir que Tom est vraiment Tom en fait. Et puis également grâce à ce téléphone, eh ben, ça pourrait permettre d'attester que effectivement Tom et Laura se sont bien rencontrés par exemple à Paris, place Kléber, le jour de Noël, le 25/12/2018, à telle et telle heure pour effectuer de main à main un échange. Pour attester de cet échange, par exemple, il pourrait scanner des QR codes, un QR code qui est sur l'emballage du bonbon. Et voilà, Tom, il scanne le QR code, etc., etc. Donc on est capable de savoir qu'effectivement, il y a bien eu un échange de valeurs, un échange de bonbons. Donc bref, on peut tout imaginer par créativité infinie en fonction de la valeur que l'on accorde à l'importance d'un ou des transactions ou de l'échange. Voilà. Alors les DApps connectés à ces blockchains, ça pourrait être quoi les DApps ? Les Decentralized Applications. Alors par exemple, l'emballage du bonbon de Tom, en fait, ça pourrait être une DApp, c'est-à-dire qu'une fois, enfin, il pourrait être relié à une DApp, c'est-à-dire qu'une fois ouvert, en fait, ça pourrait déclencher l'envoi d'un SMS à Laura pour lui notifier que Tom a mangé le bonbon à date précise et horodatée. Par exemple, ma nièce qui est toujours embêtée parce que Tata mange son chocolat, elle pourrait avoir réception d'un SMS sur son portable qui dit attention, attention, alerte, Tata est encore en train de manger les chocolats. Voilà, et ça pourrait être daté, etc. Et d'une précision aussi infinie que vous souhaiteriez que soit mise en place. Alors, cette DApps, par exemple, connectée à une autre DApps, en fait, elle pourrait envoyer un SMS à Tom pour lui demander et également, après, par exemple, s'il est satisfait de la qualité organoleptique gustative de ce bonbon. Est-ce que ce bonbon était bon ? Tom, il pourrait dire non, ce bonbon, il n'était pas bon. Et si Tom a envie de revendiquer l'échange en disant moi, je souhaite me faire rembourser parce que ce bonbon n'était pas bon, en fonction de la précision des informations que donnera le blockchain et tous les objets d'intelligence pseudo-artificielle qui sont connectés, on pourra savoir dans quel magasin Laura a acheté le bonbon. Est-ce que c'était déjà un magasin de qualité ? Après, on pourra savoir si Laura est partie boire le café chez sa maman et qu'elle est restée 3 heures en laissant son bonbon au soleil fondre. Peut-être que ça, voilà, ça a imputé sur les qualités organoleptiques du bonbon. Donc, on pourra savoir où était le bonbon, où il a été stocké, dans quelles conditions, etc., etc. Et donc, de ce fait, Tom pourrait remettre en question l'échange. Voilà, donc ça pourrait être des conditions mises en place dans le smart contract, les contrats intelligents. Donc on peut tout imaginer. Donc voilà, conclusion pour résumer. J'ai envie de dire, en fait, pour résumer, le blockchain, en fait, il nous permet de savoir en fait ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'intérieur grâce à cette technologie. Cette technologie, en fait, elles vont permettre de mettre en place des écritures séquentiellement qui, en fait, attestent de ce qui se passe. Voilà, traçabilité, qualité, sécurité, qui a fait quoi, quand, comment, et on peut pousser pourquoi, de quelle manière, où, etc. On peut pousser la précision. Donc cette technologie, c'est l'écriture, c'est les algos presque, c'est, je dirais même, la sécurité. Puis on va y rajouter plein de choses. Et puis après, on a Internet. En fait, Internet, c'est quoi ? C'est l'outil qui nous permet d'avoir un accès plus ou moins libre en fait, à ce grand livre, puisque c'est techno, c'est un grand livre ouvert. Voilà. Donc dans ce grand livre ouvert, en fait, on va y implémenter des écritures, voilà, qui seront tracées et accessibles par et grâce à Internet. Donc des livres ou des grands cahiers sur lesquels en fait serait écrit automatiquement qui a fait quoi, avec qui, quand, aux précisions potentiellement infinies, et que l'on peut consulter sur l'open source Internet comme un outil en fait de décentralisation. Là, j'ai mis point d'interrogation puisqu'il pourrait y avoir des réflexions là-dessus aussi. Donc actuellement, les blockchains en fait créées
Elle représenterait en fait des panels, en fait, puisqu'aujourd'hui, si vous regardez par exemple sur le crypto market ou autre, le market cap, que vous informez sur cette techno, en fait, vous pourriez y passer vos journées, vos nuits, vos années, à essayer de comprendre en fait la profondeur de tous ces technos. Aujourd'hui, il en est chaque jour, chaque matin, il y aurait des nouvelles à analyser. On a peut-être plus de 2000 blockchains, ça ne fait que exploser, exploser. Aujourd'hui, on a beaucoup de blockchains aussi qui, dans un futur proche, sont promises à mourir, je vais dire, vont décliner. Mais en fait, ça laisse entendre que potentiellement 2000 blockchains, 2000 propriétés complètement différentes et 2000 technologies complètement différentes, avec la particularité de ces technos qui pourraient être en fait des technos plus ou moins innovantes, plus ou moins disruptives, plus ou moins flexibles, plus ou moins évolutives, plus ou moins distinctes, plus ou moins des modèles d'écriture infinie, plus ou moins intelligibles, plus ou moins extensibles, plus ou moins énergivores, plus ou moins vertes, plus ou moins infalsifiables, plus ou moins sécurisées, plus ou moins faibles, fiables, plus ou moins stables, plus ou moins pérennes, plus ou moins décentralisées, plus ou moins centralisées, plus ou moins des algos quantiques, stables, résistants plus tard. Puisque dans ces technologies, certains ont déjà anticipé une gestion du risque long terme et ont déjà, par exemple, essayé d'anticiper en fait pour un aspect sécurité et résistance aux évolutions futures, le fait que ces technologies aient déjà intégré potentiellement le virage des évolutions futures pour que tout simplement en fait ces technologies en fait actuelles restent pérennes dans le futur, voilà, et ne disparaissent pas parce qu'elles ont été phagocytées par les nouvelles innovations qui vont arriver, puisque là on est vraiment dans une course avec plein de virages de l'innovation et différents virages donnent un sens aux précédents virages. Donc on a vraiment voilà quelque chose, une sommation d'innovations technologiques qui se met en place, et il est très très difficile d'anticiper la gestion des risques autour de ces innovations. Alors, je reviens après les smart contracts ou contrats intelligents, automatisés, voire même auto-exécutables. Voilà, je loue un appartement, je rentre avec ma serrure connectée, j'y mets ma clé, tac, on a le démarrage des contrats. Vous sortez de votre appartement de location, vous avez fini vos vacances, vous fermez en fait indirectement le logement. Vous avez une succession de contrats qui se met en place. Par exemple, vous avez la femme de ménage qui arrive et qui sait qu'elle peut venir faire le ménage, etc., etc. Vous avez votre caution qui vous est restituée, vous avez la personne qui vient faire l'état des lieux, qui prend des photos, qui stocke toutes les photos, etc. Sur cette technologie en cas de non-conformité des contrats. Tac, automatisation du droit et des libertés. Plus besoin de passer par des tribunaux, voilà, ce sera conforme, pas conforme. Si c'est pas conforme et qu'on sait qu'avec certitude que c'est pas conforme parce que de nombreuses preuves l'attestent, eh bien vous perdrez votre caution et vous ne pourrez peut-être pas le rediscuter, etc., etc. On peut tout imaginer. Alors en fait, en quelque sorte, les contrats intelligents, ce sont des sortes d'accords écrits comme des conditions générales de vente, des conditions générales d'utilisation, voire même en fait des défauts de conditions générales d'utilisation, de vente. Voilà, donc en quelque sorte avec les technologies de demain, vous saurez en avance ce que en quelque sorte vous allez risquer si vous n'êtes pas en conformité dans votre relation d'affaires. Voilà la relation qui vous lie en fait avec un prestataire potentiellement de services, de produits, etc., etc. Mais attention, lui également vous sera redevable. Donc on devrait aller vers dans une relation où en fait l'échange devrait se mettre en place d'égal à égal, confiance à confiance. Donc on va vers des systèmes qui devraient restaurer la confiance. Aujourd'hui on a des problèmes de défiance vis-à-vis des tiers de confiance potentiellement systémiques et globalisés. Peut-être qu'on pourrait saisir l'opportunité de ces virages pour restaurer la confiance. Pourquoi pas? Donc peut-être vers un monde sans tiers, ou je dirais plutôt un monde avec de nouveaux tiers. Ces tiers seraient peut-être un peu moins humains, moins directs. Voilà, donc en quelque sorte, on va vers l'automatisation des relations de confiance, de la vérification de la conformité des clauses de contrat. Par exemple, plus de transparence dans les assurances, plus de transparence et je dirais même de facilité d'exécution, voire même d'économie de frais de gestion pour l'exécution et l'application des contrats d'assurance, de prêt, de crédit, de location, d'achat immobilier, les pièces d'art également, le vin, les achats internet, plus ou moins, par exemple, souvent, il y a l'exemple de l'utilisation de l'indemnisation des passagers qui utilisent des vols et qui subissent de nombreux préjudices de retard.
Donc voilà, pour les trains, les avions, etc. Donc on peut vraiment avoir des transpositions qui sont à l'infini. Et après, comme je vous ai dit, on peut y rattacher des objets connectés à la blockchain et reliés à des applications qu'on va dire intelligentes, automatisées, plus les 10 apps. Ça va nous permettre d'identifier, de vérifier, de contrôler, de tracer, de prouver, de matérialiser les faits, d'associer plein d'éléments de conformité pour augmenter la profondeur des exigences et de la traçabilité, voilà, de la conformité, etc., etc. Maintenant, je vais conclure en parlant d'un autre point, même si voilà, j'ai envie de rester brève et succincte. On parle aussi souvent de tokens, en fait, ou alors de jetons. En fait, il existe, c'est un peu complexe là, si on a envie d'aller en profondeur, mais vous le verrez dans mes autres présentations, je vais en parler, je vais vous donner beaucoup plus de détails si vous souhaitez comprendre. Mais voilà, donc là, je vais rester très bref et même peut-être je vais avoir des non-sens dans les on-dit, mais c'est juste pour vous donner une vision globale. Donc le jeton, ce serait quoi? En fait, ce serait une unité d'échange, en fait, ce serait l'élément de contrepartie qui vise à, par exemple, finaliser l'échange. Par exemple, Laura, en fait, elle donne les bonbons à Tom, mais par exemple, Laura, elle veut donner les bonbons à Tom, mais elle veut une contrepartie parce qu'en quelque sorte, Laura, elle a acheté les bonbons. Donc en fait, elle va vouloir avoir une unité d'échange. Cette unité d'échange, ce sera une unité de valeur. Donc dans le cas du blockchain, par exemple, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est voilà, c'est de l'argent, c'est un crypto-actif, donc ça a une valeur, mais ça a une valeur parce qu'on lui confère une valeur. C'est nous actuellement qui lui conférons cette valeur. Ou voire même la valeur sera détruite dans le temps, peut-être, on ne sait pas. Peut-être que ce système va complètement sombrer dans le chaos, aux oublis, parce que trop énergivore, ou au contraire, non, ça va vraiment devenir une valeur refuge. Et au contraire, le fait que enfin voilà, cet argent en fait est une quantité limitée et que du coup il devient rare, la valeur va augmenter, on ne sait pas. Donc bon bref, ça peut être une unité d'échange et une contrepartie en fait qui a une valeur. Ou alors ça peut être une sorte de remerciement par contre-échange de ce qui pourrait être, donc comme je vous ai dit, une sorte d'actif numérique. Sauf que dans le cas du token blockchain, ce dernier en fait il n'est pas directement physique, c'est un actif numérique qui est plus ou moins invisible. C'est une sorte d'écriture algo, une sorte de compilation de suite de 0 et de 1. Voilà. Mais après, dans des tokens, vous pouvez avoir des tokens de remerciement. Par exemple, les mineurs du Bitcoin, en fait, eux, pour leur intervention, ils vont être remerciés. Je vais vous l'expliquer après. Donc, j'ai mis remarque, il existe également ce qu'on pourrait appeler des sortes de tokens de récompense qui sont distribués à ceux qui ont permis de constater, par exemple, que l'échange a bien eu lieu, les présents, ceux qui ont vu. Par exemple, Laura, quand elle a donné les bonbons et les chocolats à Tom, elle aurait pu demander, parce qu'elle n'a pas confiance en Tom, parce que Tom, il est toujours grognon, il revendique et c'est un gros goulu, donc il dit toujours qu'il n'a pas eu pour essayer d'en avoir plus. Donc en fait, Laura, elle aurait pu demander en fait à une copine de venir, qui soit présente ce jour-là à Paris, place Kléber, le jour de Noël. Et cette copine, elle aurait pu dire, non, moi j'ai vu, Laura, elle a bien donné les chocolats à Tom. Donc elle, en quelque sorte, soit elle vient gratuitement et elle est plutôt sympa, cette copine, ou soit au contraire, il faut lui donner quelque chose. Par exemple, Laura, elle aurait pu lui donner par exemple une petite récompense, des petits sous, où elle aurait pu lui dire écoute, aujourd'hui le Bitcoin il a une valeur, donc moi je te donne en fait des certaines unités de crypto-actifs. Voilà, je te donne des bitcoins en fait pour te remercier. Parce que tu as dépensé de l'énergie, tu as acheté un ticket de bus pour venir me rejoindre, et puis tu as perdu ton temps, et le temps c'est de l'argent, donc je te donne une compensation. Donc ça, ce serait plutôt une compensation au vu de l'effort, on va dire. Alors donc cette personne en fait c'est le mineur ou encore c'est celui qui atteste, c'est également en quelque sorte un tiers de confiance, c'est ceux qui auraient pu permettre en fait de valider, de tracer, de contrôler, de vérifier, d'attester que l'action de l'échange de chocolat entre Laura et Tom en fait elle a bien eu lieu et cette personne, ce tiers de confiance en quelque sorte il a fourni de l'énergie. Voilà. Donc leur participation aurait mérité une sorte de récompense, une reconnaissance directe ou indirecte. Voilà. Exemple, dans le système blockchain, le Bitcoin, donc blockchain avec un B majuscule pour les technologies, Bitcoin en fait avec un B minuscule, c'est le crypto-actif. Donc les mineurs ayant résolu en fait, par exemple dans le cas du Bitcoin et du blockchain, ayant résolu en fait des énigmes par les participations, en fait, comment ils ont résolu ces énigmes. En fait, ils ont mis à disposition les puissances collectives de leurs machines, de leurs ordinateurs, en fait. Et donc, du coup, ils vont recevoir en contrepartie des fractions de BTC.
Voilà, ces derniers en fait sont donc récompensés, en quelque sorte, merci pour votre travail, plus une compensation également, par exemple, des mises à contribution indirectes, par exemple des consommations énergétiques électriques pour faire apparaître la traçabilité de cette transaction qui est maintenant inscrite à jamais sur son grand livre ouvert du blockchain consultable grâce à l'outil Internet. Maintenant, grâce à ces technologies, on pourra dire et Thomas devra attester qu'il a bien reçu effectivement les bonbons, il ne pourra plus dire l'inverse. Et Laura, elle, pourra confirmer que c'est pas elle qui a mangé le bonbon, c'est Thomas par exemple. Donc autre exemple pour aller plus loin, maintenant on pourrait parler d'utiliser ces technologies. Donc également on entend parler souvent du milieu de la finance, du secteur bancaire et autres, mais on peut également parler de l'automatisation en fait des KYC, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez dans une banque, on a besoin de vous connaître. Donc parfois c'est fastidieux et long, on vous demande beaucoup de renseignements. Et ben, ce KYC en fait cette façon de vous identifier et de confirmer que vous êtes bien en fait la personne qui ouvre le compte bancaire, ça pourrait être automatisé. Et en fait, on pourrait identifier, grâce à ces technologies, également des personnes physiques qui vont s'inscrire dans une banque, vérifier en fait directement et immédiatement, plus ou moins simplement, son identité. On pourra également identifier, par exemple, le KYC de l'émetteur d'une transaction, c'est-à-dire Laura, qui est l'émetteur parce que c'est elle qui donne le chocolat, alors que Tom à côté, lui, c'est en quelque sorte le récepteur, le bénéficiaire. Donc on pourrait en fait identifier que c'est bien Laura qui donne, que c'est bien Thomas qui reçoit, et on pourrait tracer sur cette technologie en fait comment s'est déroulé l'échange. Donc en fait on est capable au jour d'aujourd'hui grâce à ces technologies de en plus vérifier en fait une identité numérique par exemple. On pourrait aller plus loin d'un porteur de projet par exemple pour éviter par exemple les nombreux scams. Aujourd'hui je vous ai dit on a de nombreux projets, plus de 2000 projets blockchain, sauf que dans tout ça on a de nombreux scams avec parfois même pas d'équipe derrière ou alors même pas de conformité réglementaire. Donc si on imposait par exemple un KYC en fait des porteurs de projets, donc c'est-à-dire que de ceux qui lancent les projets blockchain par exemple, indirectement ces gens ils réfléchiraient peut-être à 2 fois avant de mettre sur le marché en fait des outils qui soient non conformes ou des pyramides de Ponzi qui vont complètement s'écrouler et qui vont voler en fait des gens, donc abus de pouvoir, abus de faiblesse, escroquerie, fraude, blanchiment, terrorisme voire même. Donc bon bref en fait on pourrait imaginer aussi aller plus loin en utilisant en fait ces technologies pour identifier en fait des porteurs de projets, par exemple les aider même indirectement dans les étapes du financement participatif. Par exemple, si vous avez déjà utilisé des plateformes de financement participatif, le crowdfunding, en fait, c'est le financement de projets par la foule. Vous avez pu voir que, par exemple, il y avait des gros défauts sur ces plateformes, et moi, parmi les gros défauts identifiés, donc c'est le manque de conformité réglementaire de certains projets, mais également, par exemple, le défaut d'identification du KYC de porteurs de projets, puisque vous pouvez tomber sur des porteurs de projets qui ont eu, par exemple, un passif avec de nombreuses autres activités non conformes, etc., etc. Donc, vous n'avez rien qui vous permette de savoir qui est le porteur de projet, qui sont les équipes, est-ce qu'ils sont conformes, pas conformes. Donc, voilà, ça pourrait vous donner un peu plus de confiance, par exemple, quand dans des campagnes de crowdfunding, de levée de fonds, vous voulez participer à un projet. Donc, aujourd'hui, on ne parle même plus de financement participatif de crowdfunding, c'est presque tombé aux oubliettes et c'est complètement débodé, has-been, je dirais. On parle aujourd'hui de financement presque participatif par des ICO, donc les Initial Coin Offering, c'est-à-dire que grâce à l'open source, votre Internet, vous êtes capable indirectement d'aller y investir vos petits deniers dans un projet. Et l'ancêtre qu'on avait de tout ça, c'était les ITO, voilà, les entrées en bourse traditionnelles. Donc ça, c'était long, fastidieux administrativement. Il vous fallait passer par des tiers de confiance, on va dire, traditionnels, et forcément, les frais de gestion de ces tiers de confiance, en fait, diminuaient votre rentabilité. Vous y perdiez du temps, de l'argent, de la lourdeur, donc vous n'aviez pas envie d'y aller. Donc aujourd'hui, on a vraiment une perspective de simplification des démarches, d'un accès aux tiers de confiance, en fait, beaucoup moins humain, beaucoup plus numérique, et en fait, qui vous permet d'accéder à des produits et services, en fait, en utilisant des voies et des chemins un petit peu différents. Allez, voilà. Donc, allez, je finis ce premier sujet. J'espère avoir été suffisamment claire et je vous dis à bientôt. Et voilà, je vais aborder la deuxième présentation dans mon prochain cast. Donc, si vous avez envie de le suivre, n'hésitez pas, vous êtes conviés. À bientôt!